Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Géopolis Télévision. C'est l'heure pour nous de vous informer. Et donc, sans plus tarder, voici le sommaire. Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice, a été condamné ce mardi à 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'inéligibilité par la Cour de cassation, statuant en premier et dernier ressort. Réfléchir sur les causes récurrentes de l'instabilité institutionnelle et formuler le mécanisme concret de stabilisation en vue de garantir le bon fonctionnement de l'État et de préserver la cohésion nationale. C'est là l'objectif d'un atelier ouvert ce mardi par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, au Palais du Peuple. Et sur le continent africain, le Sénégal a vu ses dépenses en importation de riz s'envoler au cours du premier semestre 2025. L'augmentation est chiffrée à 46,6% par rapport à la même période en 2024. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir. L'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, a été condamné ce mardi 2 septembre à 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'interdiction à toute fonction publique pour détournement de fonds publics par la Cour de cassation. Le dossier porté sur 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Un verdict qui a suscité bien entendu l'émotion du côté de la défense qui dénonce une décision non motivée. Témoin de l'événement pour le compte des Géopolis, Patience Lokeke et Giscard Tamba. Plus de suspense dont l'affaire Constant Mutamba. La Cour de cassation a tranché 3 ans de travaux forcés sur la peine infligée à l'ancien ministre de la Justice reconnu coupable des détournements de fonds publics. La décision est tombée ce mardi 2 septembre à l'issue d'un procès très suivi par l'opinion. Un verdict qui a profondément bouleversé la défense. Certains avocats n'ont pas pu retenir leurs larmes à l'annonce de la sentence. Ils dénoncent une décision non motivée. Donc nous ne sommes évidemment pas satisfaits de cette décision de la Cour de cassation jugeant et en condamné Constant Mutamba Tungunga donc, en matière pénale. Nous ne sommes pas d'accord, mais vous savez que la Cour statue en premier et dernier ressort, malheureusement. Mais la chose la plus frappante, selon moi, je rappelle le respect que nous avons pour la Cour, bien sûr, en tant qu'avocat. Cela ne nous empêche pas de dire notre désaccord total sur cet arrêt, mais il n'y a plus de recours possible, malheureusement. Le verdict qui est rendu aujourd'hui par la Cour semble... La Cour n'a pas pris en considération d'autres éléments. Parce qu'une petite erreur administrative en matière de passation de marché public ne peut entraîner peine privative de liberté ou de travaux forcés de 3 ans avec d'autres peines complémentaires. Mutamba n'a pas empoché l'argent, Mutamba n'a pas tiré profit économique de son acte criminel. Parce que lorsqu'on commet une infraction en caractère économique, il y a un profit que les délinquants tirent. Le profit devrait être ici, c'est-à-dire empocher les 19 millions ou loger cet argent dans une banque étrangère. Tout l'argent du gouvernement congolais destiné à la construction de ces prisons se trouve dans la banque. D'ailleurs, la Cour a ordonné la levée de la mesure. En plus de cette condamnation, la Cour a interdit à Constant Mutamba d'accéder à toute fonction publique pendant une durée de 5 ans.
Cette affaire largement médiatisée ces derniers mois est devenue un symbole de tension croissante autour des réformes de la justice en RDC. Le ministère public, de son côté, avait requis une peine plus bien lourde, 10 ans de travaux forcés, l'inéligibilité et la privation de droits civiques pour une période indéterminée. Vous le savez sans doute, le 26 provinces de la RDC sont en proie à l'instabilité récurrente des institutions provinciales. Et donc, comment y mettre fin? C'est l'objectif d'un atelier ouvert ce mardi au Palais du Peuple par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Pour en savoir un peu plus davantage, je vous laisse plutôt suivre le concerné à l'ouverture donc de cet atelier. À l'occasion du lancement officiel de cet atelier. Depuis quelques années, nous observons des crises récurrentes entre les deux institutions provinciales, entraînant le ralentissement, si pas le frein, du développement socio-économique des provinces et la résurgence des conflits communautaires, des conflits du pouvoir coutumier et des limites administratives entre entités. Ces tensions se matérialisent très souvent par une multiplication des motions de défiance et de censure contre les gouverneurs, les vice-gouverneurs et parfois même contre les membres des bureaux des assemblées provinciales. Si ces motions sont des instruments démocratiques, légitimes, prévus par notre Constitution et nos lois, leur usage abusif ou systématique entraîne une instabilité chronique, bloque l'action publique et prive nos populations de bénéficier du développement très attendu. Au cours de la 44e réunion ordinaire du Conseil des ministres, le président de la République, chef de l'État, a clairement, encore une fois, exprimé sa volonté de voir les provinces retrouver la stabilité politique indispensable pour exécuter les programmes de développement et contribuer à la cohésion sociale, très indispensable surtout en cette période cruciale et existentielle que traverse notre nation, la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que nous sommes réunis aujourd'hui pour réfléchir ensemble et aboutir à un acte d'engagement collectif visant à assurer la stabilité des institutions provinciales sans occulter les sanctions prévues par la Constitution et les lois du pays en cas de fraude grave, dûment établie et documentée sur base de contrôles administratifs, financiers et juridictionnels. De la stabilité à la paix, il n'y a qu'un pas. La première ministre Judith Suminwa a reçu Johan Borstam, représentant spécial de l'Union européenne pour la région de Grand Lac. Les échanges ont porté sur la situation humanitaire et le processus de paix dans l'est du pays. Suivez. Judith Tuluka, première ministre de la RDC, s'est entretenue ce 1er septembre à Kinshasa avec Johan Borstam, représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Au cœur des discussions, la situation humanitaire dans l'est du pays, la coopération RDC-UE et les efforts en cours dans les processus de paix de Doha et Washington. Une opportunité de partager avec Madame la Première ministre des détails sur mon déplacement et mes échanges ici en République démocratique du Congo. Je pars demain pour Béni. C'est aussi une opportunité pour moi, au nom de l'Union européenne, de montrer notre solidarité avec les autorités légitimes dans l'Est du pays. Et je me réjouis beaucoup du fait que demain j'aurai un entretien avec le gouverneur à Béni.
Mais avec la Première ministre, nous avons aussi évoqué la situation humanitaire dans le pays et comment on peut travailler plus étroitement ensemble pour faire ce qu'on peut pour résoudre, améliorer la situation dans l'Est. Le diplomate européen a salué la qualité de l'échange et annoncé un déplacement à Béni, signe, selon lui, de la solidarité de l'UE envers les autorités congolaises face à l'insécurité persistante. Nommé en 2024, Johan Borgstam œuvre à la mise en œuvre de la stratégie européenne pour les Grands Lacs, promotion de la paix, stabilité régionale, appui aux médiations et institutions africaines. La chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kaikwamba, était également présente à cette rencontre. Puisque nous parlons de l'Est, rendons-nous directement en Ituri, où le gouverneur a eu un entretien avec les opérateurs économiques, le minier, les coopératives et acteurs œuvrant dans le secteur minier. Objectif de cette rencontre, harmoniser les vues, une rencontre qui intervient après la fermeture de certains sites miniers suite aux opérations militaires menées ces derniers jours dans les territoires de Djougou. C'est un reportage de Rite Mango. C'était une séance de travail stratégique qui s'est tenue entre le gouverneur de province et les opérateurs économiques ce lundi 1er septembre 2025 en ville de Bunia. Une réunion d'harmonisation au cours de laquelle les participants ont passé au peigne fin toutes les questions liées à ces secteurs en Ituri. Un secteur entaché de nombreux défis. Comme un père, ce cadre d'échange a permis au gouverneur de province de recadrer, ajuster et corriger certaines réalités en vue de la relance de ce domaine. Pour ces opérateurs économiques, cette rencontre valait son pesant d'or. L'autorité nous a appelés pour harmoniser parce qu'il y a eu des Mabanga partout là. Ils ont arrêté le travail. C'est pourquoi l'autorité nous a appelés pour harmoniser comment est-ce qu'on devait travailler. Mais aussi la fiabilité des coopératives dans les déclarations, dans les machines qu'ils possèdent, dans les paiements des taxes. Mais du côté des coopératives, on a pensé qu'il fallait la sécurisation de la zone de manière à ce que la population puisse reprendre les activités. D'après le porte-parole du gouverneur militaire, cette rencontre s'inscrivait également dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. Il était question de faire comprendre à tous les exploitants miniers, les opérateurs économiques, partout où l'État est, et nous devons maintenant réglementer ces secteurs au profit de toute la population. Et donc nous sommes à l'ère de la restauration de l'autorité de l'État en province de l'Ituri, plus particulièrement dans cette zone longtemps sous contrôle des groupes armés qui, pendant leur contrôle, toute richesse de l'Ituri échappait aux Ituriens. Et donc maintenant, l'autorité de l'État est là. La richesse de l'Ituri doit profiter maintenant aux Ituri. Rappelons qu'au cours de cette réunion, l'autorité provinciale a également rassuré la sécurisation des carrés miniers et des acteurs œuvrant dans ces secteurs pour l'émergence de l'Ituri. La Banque centrale du Congo fait état d'un léger ralentissement de l'inflation hebdomadaire qui s'établit à 0,14% contre 0,17% la semaine précédente. Cette décélération, allais-je dire, est principalement liée au ralentissement du rythme de hausse de prix dans plusieurs fonctions de consommation, notamment les logements, les services de base et les transports. Il faut noter également une appréciation du franc congolais. Cette évolution favorable s'explique notamment par l'intervention de la BCC sur le marché des échanges. Daniela Kalala et Gigi Nende pour le commentaire. Après plusieurs réformes engagées par l'institution d'émission, les premiers signaux positifs se confirment. La Banque centrale du Congo dit observer un léger ralentissement de l'inflation et confirme une tendance à la stabilisation aussi bien des prix que du taux d'échange. L'inflation hebdomadaire s'est établie à 0,13% contre 0,17% la semaine précédente. Cette décélération s'explique par le ralentissement de la hausse des prix des biens de consommation, en particulier dans les secteurs du logement, des services essentiels et des transports,
qui ont contribué à hauteur de 22,27% à cette évolution. Côté taux de change, une légère appréciation du franc congolais est également constatée. Selon la note de la BCC, le taux indicatif s'établissait à 2849,73 CDF pour $1 américain, tandis que sur le marché parallèle, il s'échangeait à 2878,15 CDF pour $1, soit une appréciation de 0,87% par rapport à la période précédente. Retournons en province. Depuis l'effondrement du pont Oulindi, jeté sur la rivière éponyme, trait d'union entre Kisangani et Kindu Centre en passant par Lubutu et Punya sur la nationale numéro 1, le Maniema Nord et Utile reste toujours coupé du reste de la République. Joint au téléphone le lundi, les notables du Maniema et député honoraire de Punya, l'honorable Gustave Omba Mondimono a plaidé pour la réhabilitation et la modernisation de cet ouvrage d'art d'intérêt général. Bonjour, Monsieur Bonali. Effectivement, je suis en train de parler de ce pont Oulindi, qui est le pont qui relie le territoire de Punya et des Kailo en partance ou en provenance de Kindu. Et cette route s'appelle la nationale numéro 31, reliant la province du Maniema et la province de la Chopo au nord, Kindu au sud. Cette route, elle est d'une importance très capitale. C'est par cette route que la vie du chef-lieu du Maniema était rose à son temps. C'est une voie qui fait plus ou moins 645 km à peu près, Kisangani-Kindu. Malheureusement, le pont Oulindi, qui est le pont le plus important qui traverse la rivière Oulindi, a été sectionné depuis 1998. Nous avions, sous le régime passé, fait des plaidoyers. Malheureusement, ça n'était pas pris en compte. Et je pense que la meilleure façon de récompenser Gustave Omba, originaire du territoire de Punya et fils du Maniema, pour avoir joué son rôle d'avoir milité pour le changement, c'est de pouvoir demander au président de la République. Le Maniema s'est plaint. Le Maniema s'est plaint de ne voir aucun projet important être réalisé. Nous le supplions pour ce faire, pas une supplication par pitié, bien sûr, mais nous lui demandons de donner l'espoir au Maniema en réhabilitant le pont Oulindi qui relie les territoires de Punya et de Kailo. Je parle en tant que notabilité de fils du Maniema digne et je me préoccupe du fait que nos élus du Maniema n'ont pas de souci de développer la province du Maniema. Voilà pourquoi nous en appelons au chef de l'État lui-même de s'impliquer vraiment avec son gouvernement pour que le Maniema recouvre l'accessibilité. Si à Kindu, une bouteille de bière doit coûter 10 000, 12 000 francs, pendant qu'à Punya, dans la même province, ça coûte 3 000 francs, cela est dû à quoi? C'est parce que Kindu, pour se ravitailler aujourd'hui, il faut que tout passe par la voie fluviale avec tous les risques. Kisangani, Ubundu, Kindu, en passant par Kowe. Et pourtant, si ce pont-là est réhabilité, vous quittez Kisangani le matin, vous passez une nuit à Punya et la nuit vous êtes à Kindu. Ça va faciliter l'amélioration de vie de la population. Et c'est ça notre appel. Je vous remercie. Parlons à présent santé avec cette fois-ci des députés en fonction. Ce 2 septembre à Kinshasa, les députés nationaux élus du Haut-Katanga ont été reçus par le ministre de la Santé, le docteur Roger Samuel Kamba. Une rencontre axée sur les défis sanitaires majeurs dans la province, notamment la situation hygiénique aux frontières, la réhabilitation de l'hôpital Jason Sendwe et la problématique de primes pour le médecin, surtout ceux travaillant dans les zones éloignées. Patience Lokeke nous en dit plus. Sur fond de récentes manifestations populaires et mouvements observés aux frontières du Haut-Katanga, les élus ont exprimé leurs inquiétudes quant à la situation sanitaire. Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais les principales de ces choses, nous avons parlé de la situation qui prévoit en province, en rapport avec votre service, l'hygiène à la frontière, parce que même aujourd'hui matin, il y a eu des manifestations au niveau de la province. Alors les députés nationaux que nous sommes,
nous avons jugé utile de venir rencontrer l'autorité pour qu'il nous en parle un peu plus. Autre point crucial, la réhabilitation de l'hôpital des références Jackson Sendwe à Lubumbashi. Si certaines ailes ont été rénovées, une grande partie du bâtiment reste en état de délabrement avancé. Les députés ont plaidé pour une intervention rapide afin de garantir un accès aux soins dignes pour la population. Nous avons parlé de l'hôpital Sendwe. Vous savez, il y avait un bâtiment qu'on avait réhabilité, mais il y a d'autres structures qui restent encore vétustes. Et nous avons pensé qu'il n'y avait pas assez de visibilité par rapport aux bâtiments qui sont devenus vétustes, qu'il fallait aussi vraiment réhabiliter. Mais là aussi, nous avons reçu la réponse exacte de son Excellence. Donc, toutes ces structures-là seront peut-être rasées pour en faire de nouveaux bâtiments, ce que nous avons salué au niveau de la députation nationale. Enfin, la question de primes de médecins dans les zones reculées a été longuement abordée. Les élus ont dénoncé le non-paiement de certaines primes, mettant à mal la motivation du personnel médical. Et nous avons parlé aussi de primes des médecins. Comme vous le savez, il n'y a pas que des députés de ville, il y a aussi des députés de territoire, comme moi qui vous parle. Les médecins sont en train maintenant de ne pas vouloir aller en territoire. Pourquoi? Parce que les conditions de vie ne sont pas acceptables, notamment en rapport avec les primes. C'est ainsi que nous avons échangé avec lui et nous pensons que les réponses ont été idoines et nous sortons de là avec beaucoup de satisfaction. Une rencontre jugée fructueuse par les deux parties avec un objectif clair, redonner au Haut-Katanga un système de santé capable de répondre efficacement aux défis du moment. Vous l'aviez certainement corrigé avec nous, c'est Jason Sendwe du nom de ses leaders du Katanga des années 60, allié à Patrice Emery Lumumba, et non ce que vous aviez entendu. En sport, les Léopards de la République démocratique du Congo ont débuté la préparation à Juba, au Soudan du Sud, avec la présence de 21 joueurs sur le 25 convoqués, ce dans le but de jouer face au Soudan du Sud justement vendredi 5 septembre prochain pour le compte de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Blest Kuzola. L'équipe nationale senior A de la RDC vient de s'élargir ce mardi 2 septembre 2025 à 21 joueurs suite à l'arrivée de 10 joueurs à Juba au Soudan du Sud. Le deuxième groupe des Léopards, conduit par les capitaines Chancel Mbemba, est arrivé au quartier général cet avant-midi. Les Lionel Passy, Berthaud Dimitri, Steve Kapwadi, Joris Kayembe, Dylan Bantubisika, Roki Bouchiri, Charles Piquel, Meshek Elia et Simon Banza ont rejoint le groupe à l'hôtel Impérial Plaza de Juba quelques heures avant le déjeuner. 4 joueurs, Timothy Fayulu, Aaron Juan Bissaka, Yohan Wissa et Cédric Bakambu, sont attendus dans la capitale sud-soudanaise. La première séance d'entraînement sur la pelouse a eu lieu ce mardi 2 septembre à 16h heure locale au stade de Juba. La préparation des Léopards a débuté le lundi 1er septembre à la salle de gym de l'hôtel. Ci-dessous, le joueur présent au Soudan du Sud. Dimitri Berthaud, Lonen Pansi, Gédéon Kaloulou, Axel Touanzebe, Arthur Maswaku, Joris Kayembe, Steve Kapwadi, Roki Bouchiri, Dylan Batubisika, Chancel Mbemba, Edo Kayembe, Samuel Mutusami, Aaron Chibola, Charles Piquel, Meshek Elia, Nathanael Mboukou, Sadi Kinoa, Samuel Essende, Fiston Maele, Simon Banza et Théo Bongonda. Des rendez-vous importants sont au programme de ce mois de septembre, le 5 à Juba face au Soudan du Sud et le 9 à Kinshasa contre le Sénégal. Toujours en sport, entre un contrat de promotion du Rwanda rétorqué par le Bayern Munich, l'AS Monaco qui affiche la RDC au cœur d'Afrique, l'Olympique lyonnais qui scelle un partenariat similaire avec la République démocratique du Congo. Désormais, le stade européens vivent pleinement l'ère du marketing mi-politique, mi-touristique des pays d'Afrique centrale, une tendance qui casse le code de la FIFA et qui inscrit pleinement le foot dans le business à la frontière du politique. Blest Kuzola, encore une fois, pour nous en dire un peu plus. L'argent à profusion, c'est la règle du football moderne.
L'Europe en fait l'expérience avec les pétrodollars de Qataris qui ont racheté plusieurs clubs européens et ont su hisser ses équipes sur le toit mondial. Autrefois, des manias russes comme Roman Abramovich ont misé sur leur portefeuille bien garni pour conquérir l'Europe footballistique. La tendance s'est à présent déportée en Afrique centrale où, à coût de dizaines de millions de dollars, des clubs européens scellent de partenariats avec des pays de cette zone d'Afrique. À ce jeu, Kigali avait lancé un challenge sur le vieux continent. Le modèle rwandais n'est cependant pas un exemple qu'on affiche fièrement, tant le pays est entaché par l'image de son président. Voilà qui explique que le Bayern de Munich s'est rétracté, poussé par ses supporters, lesquels ont rappelé que quiconque regarde avec indifférence trahit les valeurs du Bayern. Les supporters du club demandaient la fin de ce contrat avec un pays qui soutient le M23 dans l'est de la RDC. La présidence du club bavarois a décidé de faire évoluer son partenariat avec le Rwanda. Les contestations fleurissent aussi chez les supporters d'Arsenal. Au départ de la contestation des supporters, il y a eu le gouvernement congolais qui a su mener une diplomatie offensive à l'endroit de ces clubs. De l'Europe lointaine, voilà les clubs du vieux continent empêtrés dans la politique de l'Afrique des Grands Lacs. Les moyens similaires ont été utilisés par la RDC pour accroître la visibilité sur le pays. RDC, cœur de l'Afrique, est désormais floqué sur le maillot de l'AS Monaco et du FC Barcelone. L'AC Milan est aussi en partenariat avec la RDC. Bien que ces partenariats soulignent la dimension sportive et marketing, la politique se greffe à ces initiatives. Dans cette même veine, le Congo-Brazzaville choisit l'Olympique lyonnais pour 4 ans. D'après le site internet du club français de football, ce dernier a paraphé avec le président Denis Sassou Nguesso un accord de 4 années durant lequel l'Olympique lyonnais développera le football dans le pays. Cette équipe avait déjà tenté auparavant de signer un partenariat avec la RDC. Mesdames, Messieurs, le moment est venu de faire un clin d'œil à l'actualité internationale. Le Ghana, premier producteur d'or d'Afrique, est 6e à l'échelle mondiale avec une production de 140 000 tonnes à fin 2024 et selon World Gold Council a décidé de renforcer la surveillance de son secteur aurifère alors qu'une évaluation internationale cruciale de ces dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme se profile en 2028. Suivez. Du Ghana au Sénégal, je vous le disais en titre, au cours du premier semestre 2025, le Sénégal a vu ses dépenses en importation de riz s'envoler. Une cargaison totale de 910 718 tonnes de riz a été importée, marquant une augmentation de 46,6% par rapport à la même période en 2024. Blest Kouzola. Ces volumes représentent un coût de 207,22 milliards de francs CFA, soit une hausse de 45,18% par rapport aux 142,7 milliards de francs CFA déboursés l'année dernière. Cette dépendance au riz, aliment de base des Sénégalais, en fait l'une des principales céréales consommées dans les pays et un facteur majeur du déséquilibre de la balance commerciale hors hydrocarbures. Outre le riz qui représente 40% des importations alimentaires, le Sénégal a également vu le coût de son panier des denrées alimentaires s'alourdir sur la période sous revue. Les fromages et métailles qui pèsent 17% des importations alimentaires ont coûté 86,2 milliards de francs CFA, soit une hausse de 7,81%. De leur côté, les huiles et graisses animales et végétales qui représentaient 10% du panier ont atteint 53,4 milliards de francs CFA, bien qu'en légère baisse de 3,88%. Le maïs et les fruits et légumes complètent le top 5 de produits les plus importés, avec des factures respectives de 40,7 milliards de francs CFA et 34,4 milliards de francs CFA. Par ailleurs, le produit laitier, qui se classe à la 6e place des achats à l'extérieur,
secteur ont coûté 31,7 milliards de francs CFA au cours du premier semestre 2025, soit une baisse de 4,4% par rapport à l'année dernière. Au total, les importations de Dakar ont atteint 3 568,8 milliards de francs CFA au premier semestre 2025, soit une augmentation de 5% par rapport aux 3 399,2 milliards de francs CFA d'un an plus tôt. Le coût croissant du riz et des autres denrées alimentaires contribue significativement à cette tendance, soulignant la nécessité pour le pays de renforcer sa souveraineté alimentaire afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs. Vous le savez, c'est depuis hier, 1er septembre, que le professeur émérite Paul Malembe Tamandiak a quitté ce monde. Aujourd'hui, notre équipe s'est rendue à l'UNISIC, ex-IFASIC, pour avoir les réactions des professeurs et étudiants partagées entre consternation et tristesse. Je vous laisse suivre ces reportages de Gigi Nende. Nous sommes en direct de l'UNISIC, ex-IFASIC, où l'ambiance est particulièrement morose suite au décès du professeur émérite Paul Malembe. Ce grand homme de savoir a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de ses collègues et de ses étudiants. Écoutez justement les témoignages de différents professeurs. Le professeur Malembe, pour nous autres, c'est un père. Parce que c'est lui qui nous a accueillis lorsque nous sommes arrivés ici, au début des années 80. Nous sommes arrivés ici, c'était lui qui était le directeur général. Et vous savez, comme vous le savez, c'est aussi le fondateur de cette université. Bon, il nous a accueillis. Moi, personnellement, il ne m'a pas enseigné, mais je sais que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'engagement dans le domaine de l'enseignement. Il avait cette envie-là de former des gens. J'ai connu le prof Malembe comme étudiant. Quand j'arrivais ici, il était DG de l'ISTI. Et donc il a dirigé pendant 2 ans. Quand j'étais en première et en deuxième, c'est lui qui était le DG. Donc je l'ai connu comme étudiant jusqu'à ce qu'il décède. Alors globalement, qu'est-ce que je peux retenir de Malembe? C'est une chose. C'était une belle âme. Prof Malembe, c'était quelqu'un de bien. Je dis que c'était une belle âme parce que j'ai eu des relations assez houleuses avec le prof Malembe. Les étudiants ne sont pas en reste, eux aussi ont quelque chose à dire. Perdre une icône comme le professeur Malembe Tamandiak, je ne sais pas, parce que ce genre de personnes, peut-être un siècle après, pour retrouver encore la qualité de ce genre de professeurs. Et il a été beaucoup pour nous les étudiants. Moi personnellement, il y a beaucoup de journalistes qu'il a eu à former, et il a formé des professeurs qui ont par la suite formé aussi d'autres générations. Donc c'est quand même une bibliothèque, un baobab. Vous avez donc suivi tous les témoignages de différents professeurs et étudiants de Gigi Nende pour le compte de Géopolis Télévision. Merci Gigi Nende d'avoir recueilli pour nous ces témoignages. À présent, mesdames, messieurs, nous allons compléter l'actualité en faisant un petit tour dans les kiosques à journaux, bien entendu, sans que vous puissiez vous déplacer de votre salon, encore moins de votre ordinateur portable ou téléphone. Revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Samedi 30 août 2025, la date restera mémorable. C'est ainsi que le journal évoque le deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation tenu sous la présidence du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Une rencontre jugée décisive, marquée par l'adoption de ses textes fondateurs, la clarification des règles internes et la réaffirmation de la souveraineté nationale. Pour le tabloïd, l'UCN s'est doté des outils nécessaires pour consolider son unité et se projeter dans l'avenir. La référence plus, elle, revient sur une réunion tenue à Washington entre la RDC et le Rwanda
autour de la coopération économique et des investissements dans le minerai stratégique. Mais les enjeux géopolitiques rattrapent vite les intentions économiques. Le professeur Nico Omeonga de l'UPN Kinshasa, cité par la consoeur, dénonce une réunion prématurée tant que le conflit en cours dans l'est du pays n'est pas résolu. Il insiste: nous sommes à genoux. Une critique acerbe de la stratégie diplomatique du pouvoir, soulignant une fracture entre ambition économique et réalité militaire. Le phare adopte une posture résolument alarmiste, voire désenchantée, sur la situation à Kinshasa. Le quotidien décrit un cocktail quasi permanent de violence, vol, viol, crime. Il dépeint une ville au bord de l'explosion. Des bandes de jeunes délinquants, des conducteurs de motos sans permis, des marchés pirates, des toxicomanes qui s'abreuvent en plein jour et même de jeunes turbulents qui s'improvisent agents de circulation. Le temps est sombre, l'analyse sans appel, la capitale est prise dans un engrenage d'anarchie urbaine, illustrant un abandon de l'autorité sur le terrain. Le potentiel nous transporte à Kindu, dans le Maniema, où, à l'opposé du climat délétère de la capitale, un relatif apaisement est observé après les récents affrontements entre FARDC et miliciens Wazalendo. Chacun a rassuré qu'il n'y aura plus de reprise des hostilités, affirment les sénateurs du Maniema, Afani Idrissa Mangala. Enfin, la prospérité rend hommage au professeur Paul Malembe Tamandiak, pionnier de l'enseignement du journalisme en RDC, décédé à Kinshasa. Le ministre Patrick Mouyaya salue un sage, un modèle d'engagement et une bibliothèque pour le pays. Fin de cette revue de presse. Au revoir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'information, mais bien avant de finir complètement, place au rappel de titres. Constant Moutamba, ancien ministre de la Justice, a été condamné ce mardi à 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'inéligibilité par la Cour de cassation, statuant en premier et dernier ressort. Réfléchir sur les causes récurrentes de l'instabilité institutionnelle et formuler les mécanismes concrets de stabilisation en vue de garantir le bon fonctionnement de l'État et de préserver la cohésion nationale, c'est là l'objectif de l'atelier ouvert ce mardi au Palais du Peuple par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Sur le continent africain, le Sénégal a vu ses dépenses en importation de riz s'envoler au cours du premier semestre 2025. L'augmentation est chiffrée à 46,6% par rapport à la même période en 2024. Fin complète de cette édition d'information sur Géopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, au revoir et bonne suite du journal. Ce journal vous a été présenté par des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.